Alors que le pétrole se déverse, la vapeur inflammable s'enflamme à cause des étincelles dans la coque qui se déforme, le feu jaillit et commence à se propager. Au cours des années 1960, alors que la demande de pétrole augmentait en Europe, l'industrie pétrolière s'est rendue compte qu'il serait plus économique de transporter le pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe en utilisant des pétroliers géants ou des supertankers. Ces nouveaux supertankers étaient tellement grands que la plupart des anciens ports de l'océan Atlantique, de la mer du Nord et de la Manche ne pouvaient pas les accueillir. Ainsi, les compagnies pétrolières ont proposé un nouveau terminal pétrolier capable de gérer ces nouveaux supertankers. Ce nouveau terminal servirait de dépôt pour le pétrole provenant du Moyen-Orient, qui serait ensuite expédié vers les raffineries européennes à l'aide de navires plus petits. Le pétrole transitait généralement par le canal de Suez, offrant une route plus courte du Moyen-Orient à l'Europe, mais limitée par la taille des navires autorisés. À l'époque, les superpétroliers devaient emprunter des routes plus longues et plus coûteuses. En passant par le cap de Bonne-Espérance, le voyage autour de la pointe sud de l'Afrique prenait 16 jours de plus, ajoutant 4800 miles de trajet et augmentant le coût total du voyage jusqu'à $20 000, soit l'équivalent de $155 000 en 2020. Avec la fermeture du canal de Suez en 1969, à cause de la guerre des 6 jours entre Israël et les États arabes, tous les navires ont dû emprunter la route la plus longue. Les superpétroliers transportaient une charge plus importante, ce qui les rendait plus économiques et plus attractifs à utiliser, et ainsi le superpétrolier a été adopté, ainsi que l'idée d'un nouveau terminal pour les accueillir. En 1966, la Gulf Oil Corporation a identifié l'île Woody, dans la baie de Bantry, comme le site le plus approprié pour le nouveau terminal. L'île Woody offrait un long mouillage abrité en eau profonde, et l'emplacement était éloigné de tout grand centre de population ou de voie de navigation principale. La construction a commencé en 1967, et le terminal a été achevé en 1969. L'installation terrestre possédait un parc de 2 réservoirs pour le ballast, principalement destinés à recevoir et traiter le ballast sale et l'eau de lavage des citernes des pétroliers. 15 autres réservoirs de stockage, d'une capacité totale de 1,3 million de tonnes de pétrole, étaient réservés au diesel, au brut et au fioul de soute utilisés pour les navires. À 396 mètres de l'installation à terre se trouvait la jetée offshore, mesurant 488 mètres de long. La jetée était construite sur 22 pieux ou structures marines appelées dauphins, permettant aux superpétroliers d'accoster et de décharger ou charger leur cargaison. L'extrémité ouest de la jetée s'appelait Dauphin 1 qui était fermée et l'extrémité s'appelait Dauphin 22. Le Dauphin 22 abritait une cabane de sécurité, une cabine téléphonique à pièces et servait de zone d'entrée et de sortie pour les personnes et l'équipage entre le continent et l'installation à terre ou le terminal sur l'île. Lorsqu'elle a été inaugurée, la jetée était accessible par un pont depuis l'île. Plus tard, celui-ci a été retiré et les ouvriers devaient prendre un bateau pour aller et venir de la jetée. En 1968, le pétrolier motorisé Universe Island est entré en service pour la Gulf Oil Corporation. Il avait une capacité de 312 000 tonnes. C'était le plus grand navire du monde à son époque, transportant du pétrole du Koweït jusqu'à l'île Woody. C'était le premier des 6 superpétroliers commandés par la compagnie. Un superpétrolier arrivait dans la baie de Bantry tous les 10 jours, puis 3 plus petits pétroliers ravitailleurs distribuaient le pétrole brut aux raffineries du pays de Galles, du Danemark, des Pays-Bas et d'Espagne. Le terminal a connu un grand succès pendant les 5 premières années de fonctionnement. Le 10 juin 1975, le canal de Suez a rouvert et la route autour de l'Afrique est redevenue l'option la plus coûteuse. Avec le retard et le coût du transfert du pétrole vers des pétroliers plus petits, les superpétroliers ont commencé à paraître moins attractifs économiquement. Une récession et une augmentation des prix du pétrole ont poussé les industries à mettre en place un nouveau système appelé « juste à temps », afin de réduire le temps passé à stocker les produits et d'améliorer leur trésorerie. Cela signifiait que la demande au terminal de l'île Woody diminuait. À la fin des années 1970, la société locale d'exploitation du Golfe, Gulf Oil Terminaux-Îles, avait du mal à maintenir la viabilité du terminal. L'entreprise a été contrainte de prendre un certain nombre de mesures d'économie pour consolider l'exploitation et réduire les coûts inutiles. Le système de lutte contre l'incendie du terminal et de la jetée offshore a subi 3 modifications pour être rétrogradé.
En 1970, la première rétrogradation fut la décision de ne plus maintenir les conduites principales d'incendie sous pression constante. L'opérateur dans la salle de contrôle située au terminal activerait le système en cas d'urgence. Ensuite, ils ont retiré le déclencheur automatique du système de mousse pré-mélangé sur la jetée. Là encore, le système serait actionné à distance. Puis, en 1971, ils ont retiré le bouton de commande à distance dans la salle de contrôle qui déclenchait la mousse sur la plateforme centrale. Le pétrolier Motor-Vessel Betelgeuse avait une capacité de 121 400 tonnes de pétrole. Il a été construit en 1968 à Saint-Nazaire, en France, et appartenait à Total Oil SA, une entreprise française d'énergie et de pétrole. Contrairement à d'autres grands pétroliers, le Betelgeuse n'était pas équipé d'un lohadicator ou d'un calculateur de contraintes utilisé pour calculer les efforts et les forces de flexion. Les efforts exercés sur la structure du navire lors du chargement ou du ballastage sont similaires à ceux du chargement, mais au lieu de la cargaison, le navire charge ou décharge de l'eau pour stabiliser le navire. Le lohadicator permettrait au capitaine et au chef officier de planifier rapidement les opérations de chargement et de ballastage afin de garantir que la stabilité du navire reste dans des limites sûres. De nombreux navires transportant du pétrole installent un système de gaz inerte. La plupart des gaz associés au pétrole ou au carburant sont inflammables. Un système de gaz inerte est utilisé pour pomper un gaz inerte ou non réactif, comme l'azote ou le dioxyde de carbone, dans une citerne vide ou un espace clos, ce qui chasse tout gaz inflammable pouvant s'enflammer ou provoquer une explosion. Mais le Betelgeuse n'avait pas de système de gaz inerte. Ces mesures de sécurité n'étaient pas obligatoires à l'époque, et Total n'y a pas investi. En 1977, le Betelgeuse a été mis en cale sèche. Pour une inspection spéciale à Singapour, les inspecteurs ont présenté une liste de recommandations pour remplacer les pièces corrodées. Certaines plaques de pont en métal qui renforcent les zones sujettes à la flexion et au flambage sous charge, ainsi que des parties du lest permanent. Réservoirs et anodes sacrificielles. Les anodes sacrificielles sont utilisées pour protéger les structures métalliques en attirant la corrosion vers l'anode et en prolongeant la durée de vie du métal. Elles protègent tous les navires équipés d'anodes sacrificielles qui doivent être souvent remplacés. La dernière suggestion était de recouvrir les ballastes permanents d'un revêtement protecteur. Total a rejeté toutes les recommandations parce qu'ils envisageaient de vendre et ne voulaient pas assumer le coût. Le 24 novembre 1978, le Betelgeuse quitte le port saoudien de Ras Tanura dans le golfe Persique, à destination de Lexus Portugal, avec une cargaison complète de 74 000 tonnes métriques de pétrole brut lourd d'Arabie et 40 000 tonnes métriques de pétrole brut léger d'Arabie. Le Betelgeuse prévoit de faire escale d'abord à Sines, au sud de Lisbonne, pour alléger le navire. Mais le temps est tellement mauvais qu'il ne peut pas entrer dans le port, alors il continue vers Lexus. Mais un navire a coulé à l'entrée du port et on lui dit donc de se diriger vers l'île Woody. Le Betelgeuse met le cap sur la baie de Bantry le 30 décembre et rencontre du gros temps dans le golfe de Gascogne. En route, il signale une fuite d'huile et on lui ordonne de se diriger vers Brest, en France à vitesse réduite. Heureusement, l'équipage trouve la fuite et la répare, donc le Betelgeuse poursuit sa route vers l'île Woody. Le 4 janvier 1979, le Betelgeuse arrive dans la baie de Bantry. Il doit attendre pour accoster parce que son navire jumeau, le navire à moteur Cachapi, est arrivé quelques jours plus tôt. C'est le dernier voyage du Cachapi. Il a été vendu pour la ferraille et partira à Taïwan pour être démantelé le samedi 6 janvier. À 2h00, le Betelgeuse termine son accostage au quai en mer, dans environ 30 mètres d'eau. L'officier de contrôle de la pollution complète à bord la liste de sécurité pétrolière du Golfe, exigée avant le déchargement de la cargaison. À 23h15, le Betelgeuse commence à décharger ses 114 000 tonnes de brut, ce qui devrait prendre 36 heures. Le dimanche 7 janvier, une partie de l'équipage descend à terre à Bantry Town et prévoit de revenir avant minuit. Au cours de la journée, 2 inspecteurs agissant pour le compte de 2 acheteurs potentiels différents du Betelgeuse viennent évaluer l'état du navire. À 18h00, le Betelgeuse termine le déchargement du pétrole brut lourd d'Arabie et prépare les 40 000 tonnes métriques restantes de pétrole brut léger d'Arabie. À 18h35, le navire commence le ballastage, c'est-à-dire le remplissage de certains réservoirs de ballast centraux avec de l'eau. Pour compenser le poids de la cargaison déchargée et aider à stabiliser le navire, les inspecteurs quittent le navire et retournent sur le continent, et l'équipage revient de son voyage à Bantry.
À bord du Bételgeuse se trouvent 41 membres d'équipage, la femme du boulanger, un pilote de port et l'inspecteur de la cargaison. Le soir, à 20h, les employés de Gulf Oil commencent leur quart de nuit, 5 au terminal et 6 sur la jetée. Le répartiteur, Jean Connolly, se rend à son poste dans la salle de contrôle du terminal. La salle de contrôle offre une vue dégagée sur la jetée bien éclairée et le pétrolier, donc Connolly, peut facilement voir toute l'activité sur la jetée. À 23h, l'équipage remarque que l'assiette et l'inclinaison du navire ne sont toujours pas suffisantes, alors ils discutent du ballast. Le Bételgeuse n'a pas de calculateur de charge pour assister le capitaine et le premier officier à calculer précisément les contraintes et la répartition de la cargaison ou du ballast. À 23h30, l'équipage ajoute du ballast dans les citernes de ballast permanentes ou dédiées pour corriger l'assiette et l'inclinaison du pétrolier. Ils ne sont pas conscients de l'état réel de corrosion des citernes de ballast permanentes du navire. À mesure que la citerne centrale et la citerne de ballast permanente se remplissent d'eau, le poids se déplace et se concentre au centre du navire et le bâtiment commence à fléchir. La contrainte s'accumule au milieu du navire et les tôles de pont et de coque latérales gravement corrodées commencent à se déformer. La coque se déchire, exposant des fils électriques sous tension. Le pétrole commence à s'échapper des réservoirs de stockage éventrés parce que le Bételgeuse n'est pas équipé d'un système de gaz inerte. Des étincelles provenant des câbles électriques sectionnés enflamment les vapeurs inflammables qui s'échappent du pétrole coulant des réservoirs éventrés. Alors que la coque du navire se brise, une petite flamme jaillit du centre du navire. À 00h31, de grandes quantités de pétrole se déversent comptant de chaque côté du navire et s'enflamment vers 00h40. Une épaisse fumée noire envahit la plateforme centrale, forçant l'équipage de la jetée à courir se mettre à l'abri. La conduite d'incendie étant contrôlée par Connolly depuis la salle de contrôle, l'équipage de la jetée n'a pas accès à l'eau ni à la mousse pour éteindre l'incendie. À la radio, l'équipage à terre entend les appels pour que les bateaux de sécurité interviennent et que les bouches d'incendie soient ouvertes. Ils appellent la salle de contrôle, mais il n'y a pas de réponse. Le répartiteur John Connolly a quitté la salle de contrôle juste avant 00h45, 15 minutes après les premières étincelles. Connolly voit les flammes. De retour en salle de contrôle, il active aussitôt les pompes à incendie pour utiliser le matériel de lutte contre le feu sur la jetée. Il tente également de fermer les vannes d'arrêt d'urgence pour couper toute alimentation en pétrole du navire vers la jetée, mais l'interrupteur d'arrêt ne fonctionne pas. Il téléphone au responsable des opérations de Gulf Oil pour signaler l'urgence. Et il passe ensuite un appel radio au bateau de sauvetage, le Denmark, pour récupérer les hommes bloqués sur la jetée. L'appel radio est entendu par des bateaux à proximité, le Snave et le Bilboer, qui réagissent rapidement à l'urgence. Connolly demande aussi aux pompiers de la centrale de se rendre sur la jetée pour aider autant que possible. Dans l'agitation, il oublie de déclencher la sirène, que ce soit sur le bâtiment Gulf Oil ou à la jetée. À la station de police de Bantry, la police irlandaise, ou Garda, est alertée de l'urgence et peut voir l'incendie depuis leur poste. L'officier de service tente de joindre la salle de contrôle de Gulf Oil, mais les lignes sont occupées. À 00h50, il y a une série de petites explosions dans les réservoirs de ballast permanents bâbord et tribord. L'officier de lutte contre la pollution supplie Connolly par radio de se hâter avec le bateau de sauvetage. Connolly le rassure, le bateau arrive pour les récupérer. Plusieurs membres d'équipage du Bételgeuse descendent précipitamment la passerelle et courent vers le Dolphin 22 à l'extrémité est du quai, espérant être secourus. Le pilote contacte également Connolly et lui dit qu'il est sur le pont arrière du pétrolier avec 4 membres d'équipage et qu'il saute par-dessus bord. Le pompiste voit le feu au centre du Bételgeuse, mais il n'y a pas de feu sur le quai. Il y a du feu sur l'eau sous le quai, mais il n'a pas atteint la passerelle. Ni le Dauphin 22. Connolly passe plusieurs autres appels radio. Il appelle la postière pour demander de l'aide supplémentaire et le remorqueur de service Bantry Bay pour qu'il vienne aider. Le remorqueur Bantry Bay se trouve à 25 minutes du Bételgeuse et part immédiatement après le contact radio. Le Denmark ne peut quitter le quai Ascon, en face du quai Dolphin 22 qu'à 00h51 et se trouve à environ 5 minutes de là. À 00h54, l'incendie prend de l'ampleur, avec des flammes s'élevant à plus de 60 mètres dans le ciel au-dessus de la plateforme centrale. Le feu atteint le quai à l'est de la plateforme centrale et engloutit le navire de la partie centrale jusqu'à la poupe.
Les flammes se propagent sur l'eau en direction du rivage de l'île. Le Dunmark arrive au quai Dolphin 22 à 00h58, suivi du Snave 4 minutes plus tard, mais le bateau de sauvetage est déjà trop tard. Il ne peut pas s'approcher suffisamment. Avec le pétrole qui brûle sur l'eau et la chaleur intense des flammes, les deux bateaux sont impuissants à sauver la vie de ceux qui sont piégés sur le quai. À Bantry, la Garda alerte son surintendant qui met immédiatement en œuvre le plan d'accident majeur. Le responsable local des pompiers est alerté et la sirène d'incendie de la ville de Bantry retentit. Les services d'incendie de Dunmanway et de Skibbereen, des comtés voisins, sont également alertés. À 01h06, un grondement suivi d'un bruit de craquement est entendu provenant du Bételgeuse, suivi d'une explosion massive des citernes de ballast centrales. La force de l'explosion fend la coque du pétrolier et les hommes sur la jetée sont projetés dans l'eau. La cargaison de pétrole encore à bord s'enflamme et le feu atteint une hauteur de plus de 90 mètres avec des températures dépassant les 1000 degrés Celsius. L'explosion est si violente que des morceaux de l'épave du navire et de l'installation pétrolière sont projetés dans la vallée de Mila, à plus de 10 km de là. Un énorme éclat provenant du navire, à peu près de la taille d'une voiture, manque de peu l'un des réservoirs de stockage de pétrole du dépôt. Le bruit des explosions peut être entendu dans presque tout l'ouest de Cork et jusqu'à 55 km à la ronde. À l'hôtel West Lodge à Bantry, la danse du dimanche soir dans la salle principale est interrompue par le sol qui tremble à l'extérieur. Les flammes illuminent le ciel nocturne d'hiver au-dessus de Bantry. Sur l'île Whitty 14, les familles Tan vivant sur l'île se précipitent vers leur bateau pour fuir vers le continent. Ils décrivent la scène comme Pompéi, avec des flammes jaillissant à 40 mètres dans le ciel et des éclats d'obus tombant sur les étables à bétail. La campagne est éclairée comme en plein après-midi. Les ouvriers pétroliers du Golfe essaient d'aider, mais le camion de pompiers ne démarre pas. Ils rencontrent des problèmes similaires avec les bouches d'incendie et les tuyaux, et ils n'ont ni appareil respiratoire, ni vêtements de protection. Le remorqueur Bantry Bay atteint le quai à 01h10. Le capitaine essaie d'éloigner le Bételgeuse du quai, mais le mécanisme de largage rapide du quai est bloqué et le pétrolier ne peut pas être libéré. Les brigades de pompiers de Bantry, Skibbereen et Dunmanway du comté voisin parviennent à rejoindre l'île à bord de petites ferries. La brigade des pompiers de Bantry découvre que 2 Land Rover et le camion de pompiers du terminal ne démarrent pas. Ensuite, un camion transportant du matériel anti-incendie d'Ascon au dépôt de réservoir tombe en panne. Les pompiers ne peuvent pas s'approcher du navire en feu. La jetée en béton s'effondre dans la mer. Les pompiers et les employés du terminal pétrolier du Golfe se concentrent sur la prévention de la propagation de l'incendie vers le dépôt de réservoir et le confinement de la marée noire. Environ 12 heures après l'explosion, vers 13 heures, le 30 mètres de fond, laissant sa proue dépasser au-dessus de la ligne de flottaison. Cela éteint l'incendie principal et les pompiers éteignent la dernière flamme vers 20h00 le dimanche soir. Les secouristes ne peuvent pas s'approcher de l'épave à cause d'un nuage de gaz toxique et inflammable entourant le navire qui pourrait s'enflammer sans avertissement. Il faut 2 semaines pour que le nuage mortel se dissipe avant qu'ils puissent commencer à récupérer les corps dans l'épave et à pomper la cargaison de pétrole brut restante. Au total, 51 personnes sont mortes. 41 membres d'équipage du Bételgeuse, la femme de Baker, le pilote irlandais, un inspecteur de cargaison, 6 ouvriers du quai pétrolier de Gulf et un plongeur néerlandais qui étaient morts pendant les opérations de sauvetage. Seulement 27 corps ont été retrouvés sur les 51 personnes décédées. Les corps retrouvés sont enterrés dans le cimetière de l'église Saint-Finbar, surplombant le port de Bantry. Une entreprise néerlandaise de sauvetage, la société Hal Smith, a renfloué le Bételgeuse en 4 sections. La proue a été remorquée au large, à 5 miles de la côte, puis sabordée. Face aux protestations des pêcheurs, 2 sections ont été remorquées en Espagne pour y être éliminées. La dernière section a été démantelée localement, mais n'a été retirée qu'en juillet 1980. Les zones de pêche locales ont été gravement contaminées et le nettoyage n'a été achevé qu'en 1983, quand le coût du sauvetage, du nettoyage et des indemnisations s'est élevé à environ 120 millions de dollars américains, y compris les compensations versées par Total, propriétaire du navire, à Gulf Oil. La majorité des coûts a été couverte par les assurances, les litiges ayant été réglés à l'amiable.
Le gouvernement irlandais a nommé un tribunal pour enquêter sur l'incident, qui a duré plus d'1 an et a abouti à un rapport de 480 pages. Le rapport a cité 3 facteurs contributifs, à savoir le mauvais état du Betelgeuse, âgé de 11 ans les séquences de déchargement et le ballastage incorrect, combiné au manque de formation de l'équipage, et enfin des systèmes de lutte contre l'incendie et de sauvetage inadéquats et mal entretenus, tant sur le navire que sur le quai. Le tribunal a aussi reproché au gouvernement de ne pas instaurer de réglementation assurant le respect des procédures de sécurité et d'urgence. Gulf Oil n'a jamais rouvert le terminal de l'île Woody, et une étude de faisabilité réalisée en 1985 a montré qu'il n'avait plus aucune utilité potentielle dans le commerce international du pétrole. L'année suivante, Gulf Oil a renoncé à son bail sur le site au profit du gouvernement irlandais, après avoir effectué une remise en état limitée. Le gouvernement irlandais a utilisé le terminal pour stocker sa réserve stratégique de pétrole.